Le 29 mai 1453 au petit matin, Constantinople s'éveille pour la dernière fois sous l'aigle à deux têtes. Dans les ruelles pavées de cette ville millénaire, les habitants entendent déjà gronder au loin les tambours ottomans. Hier encore, ils pouvaient peut-être encore espérer un miracle. Aujourd'hui, chacun sait que l'heure du jugement dernier a sonné. L'Empire byzantin, héritier de Rome et de 1000 ans de gloire, se résume désormais à cette seule cité. Autrefois, ces soldats faisaient trembler l'Europe et l'Asie. Les empereurs de Constantinople commandaient aux flottes qui dominaient la Méditerranée orientale. Leurs palais regorgeaient d'or et de soieries venues de Chine. Leurs bibliothèques conservaient des trésors de l'Antiquité grecque. Mais ces temps sont révolus depuis longtemps. La peste noire de 1347 a décimé la population. Entre 1346 et 1349, près de la moitié des habitants de Constantinople ont péri dans d'atroces souffrances. La ville comptait 400 000 âmes au XIIe siècle. En 1453, elle n'en abrite plus que 40 000. Les rues, jadis grouillantes de marchands et d'artisans, sont maintenant parsemées de ruines. Des champs abandonnés s'étendent entre les quartiers survivants. Les fameux remparts théodosiens, ces murailles de 13 km qui protègent la ville depuis 1000 ans, encerclent désormais des villages fantômes séparés par de vastes étendues désolées. L'empereur Constantin XI Paléologue règne sur ce royaume de cendres. À 49 ans, ce dernier héritier d'une dynastie vieille de 2 siècles sait qu'il préside aux funérailles de l'Empire romain. Car Constantinople n'est rien d'autre que la continuité directe de l'Empire fondé par Auguste. Depuis 330, elle porte le nom de son fondateur Constantin Ier. Pendant plus de 1000 ans, elle a incarné la puissance romaine d'Orient quand l'Occident sombrait dans les invasions barbares. Constantin XI n'a pourtant jamais voulu porter cette couronne maudite. 4e fils de Manuel II, il était destiné à gouverner le despotat de Morée dans le Péloponnèse. Mais la mort de son frère Jean VIII en 1448 l'a propulsé sur le trône le plus périlleux d'Europe. Depuis 5 ans, il assiste impuissant au resserrement de l'étau ottoman. Car Constantinople n'existe plus que dans l'ombre menaçante de son voisin turc. L'Empire ottoman contrôle déjà toute l'Anatolie et les Balkans. Ses armées campent aux portes de la ville. Ses navires sillonnent le Bosphore. La forteresse de Rumeli-Hisaré, construite en 1452 par le jeune sultan Mehmed II, coupe désormais toute communication avec la mer Noire. Cette citadelle représente bien plus qu'une position stratégique. Elle symbolise l'arrogance d'un conquérant de 21 ans qui ose défier l'héritier de César Auguste. Mehmed II n'a que mépris pour ce vieil empire décadent. Il se proclame déjà sultan des 2 terres et khan des 2 mers, maître de l'Europe et de l'Asie. Pour lui, prendre Constantinople n'est qu'une formalité. Le jeune Ottoman a soigneusement préparé son coup de grâce. Dès son accession au trône en 1451, il a signé des traités de paix avec la Hongrie et Venise pour s'assurer leur neutralité. Il a fait construire une flotte de guerre et rassembler la plus formidable artillerie jamais vue en Europe. Surtout, il a recruté Urbain, un ingénieur hongrois capable de forger des canons géants. L'histoire d'Urbain illustre parfaitement le drame de Byzance. Cet ingénieur militaire hongrois avait d'abord proposé ses services à Constantin XI. Il prétendait pouvoir fabriquer des canons assez puissants pour détruire les murailles de Babylone elles-mêmes. Mais l'empereur byzantin n'avait ni l'or pour le payer, ni les matériaux pour réaliser ses projets grandioses. Urbain n'a pas hésité longtemps. Il a traversé le Bosphore et s'est présenté au sultan Mehmed II. Le jeune Ottoman lui a immédiatement offert 4 fois ce qu'il demandait, plus tous les métaux et ouvriers nécessaires. En quelques mois, les fonderies d'Andrinople ont produit le canon le plus terrifiant de l'époque. Cette pièce d'artillerie défie l'entendement. Son tube de bronze mesure 8 mètres de long. Sa gueule béante fait plus d'1 mètre de diamètre. Elle peut projeter des boulets de pierre de 600 kg à plus d'1,5 km de distance. Lors des premiers essais en janvier 1453, le bruit de la détonation est si épouvantable qu'il faut prévenir les femmes enceintes des environs pour éviter les fausses couches. Le transport de ce monstre d'acier relève de l'exploit technique. Il faut 60 bœufs pour le traîner sur les routes de trace. 200 hommes marchent de chaque côté pour maintenir son équilibre. Des équipes d'ingénieurs nivellent le terrain et renforcent les ponts sur son passage.
Quand le canon arrive enfin devant Constantinople le 6 avril 1453, les défenseurs comprennent qu'ils affrontent une arme révolutionnaire, car ce canon géant n'est qu'une pièce d'un arsenal considérable. Mehmed II a fait fondre des dizaines d'autres canons de calibres variés. Les plus petits peuvent tirer une centaine de coups par jour. Le monstre d'Urbain n'en tire que 7, mais chaque boulet ouvre une brèche béante dans les murailles millénaires. Face à cette puissance de feu inouïe, Constantin XI ne dispose que de moyens dérisoires. Ses arsenaux abritent quelques vieux canons de fer, mais leurs tirs ébranlent davantage les murailles byzantines qu'ils ne gênent l'ennemi. Les défenseurs comptent surtout sur leurs arbalètes, leurs épées et le légendaire feu grégeois, ce mélange inflammable qui brûle même sur l'eau. Mais la technologie militaire a basculé. L'âge de la poudre à canon a sonné le glas des fortifications médiévales. Les murailles théodosiennes, qui ont résisté pendant 1000 ans aux Arabes, aux Bulgares, aux Russes et aux croisés, vont céder devant l'artillerie ottomane. Constantin XI ne se fait aucune illusion sur ses chances de survie. Ses 5000 soldats byzantins ne peuvent rien contre une armée de 100 000 hommes. Sa seule chance réside dans une aide massive de l'Occident chrétien. Mais cette aide ne viendra jamais. Le schisme entre les églises d'Orient et d'Occident empoisonne les relations depuis des siècles. Les papes exigent que les empereurs byzantins reconnaissent leur autorité suprême et acceptent l'union des deux églises. En échange, ils promettent d'organiser une nouvelle croisade pour sauver Constantinople. En 1439, Jean VIII Paléologue, le prédécesseur de Constantin XI, avait accepté cette union lors du concile de Florence. Mais quand les évêques byzantins étaient revenus à Constantinople, leurs fidèles les avaient accueillis à coups de pierre. L'union religieuse était unanimement rejetée par le peuple grec, qui préférait encore le turban turc à la tiare papale. Constantin XI se trouve pris dans cette contradiction mortelle. Pour obtenir des renforts occidentaux, il doit imposer l'union religieuse. Mais s'il le fait, il risque une révolte populaire qui livrerait la ville aux Ottomans avant même le siège. Le basileus tergiverse, espérant un miracle qui ne viendra pas, car l'Occident chrétien a d'autres préoccupations. La France et l'Angleterre s'épuisent dans les derniers soubresauts de la guerre de 100 ans. Les principautés italiennes se déchirent entre elles. Le Saint-Empire romain germanique est paralysé par ses divisions internes. Seul Philippe le Bon, duc de Bourgogne, évoque publiquement l'idée d'une nouvelle croisade. Mais ces projets n'aboutiront jamais. Les deux grandes puissances navales italiennes, Venise et Gênes, entretiennent des relations ambiguës avec les Ottomans. Venise a signé des accords commerciaux avantageux avec Mehmed II. Elle n'a aucune envie de risquer ses profits pour sauver un empire moribond. Gênes reste officiellement neutre, bien que quelques-uns de ses citoyens viennent combattre à Constantinople. Le pape Nicolas V multiplie les appels à la guerre sainte. Il promet l'indulgence plénière aux combattants de la foi. Mais ses exhortations restent lettres mortes. L'Europe occidentale a perdu l'esprit de croisade depuis longtemps. Les marchands préfèrent commercer avec les Turcs plutôt que de mourir pour Byzance. Cette indifférence occidentale n'est d'ailleurs pas totalement injustifiée. L'Empire byzantin représente un monde révolu, coupé de l'évolution européenne. Ses institutions sclérosées, sa théologie byzantine, son mépris pour l'innovation technologique le condamnent à l'obsolescence. Mehmed II incarne au contraire la modernité. Il parle plusieurs langues, collectionne les manuscrits grecs, protège les arts et maîtrise les techniques militaires les plus avancées. Malgré l'indifférence générale, quelques hommes courageux viennent offrir leurs épées à Constantin XI. Ils savent qu'ils partent pour un combat perdu d'avance, mais l'honneur les y pousse. Le plus remarquable de ces héros s'appelle Giovanni Giustiniani Longo. Ce noble Génois de 35 ans appartient à l'une des familles les plus prestigieuses de la République. Ancien podestat de Kaffa, il a l'expérience des combats contre les Ottomans en mer Noire. Quand il apprend les préparatifs de Mehmed II, il décide d'agir. Giustiniani finance lui-même une expédition de secours. Il équipe 2 navires et recrute 700 soldats professionnels, moitié génois, moitié grecs de Chios. La République de Gênes refuse officiellement de soutenir cette initiative, mais elle ferme les yeux sur le départ de ses volontaires. Le 28 janvier 1453,
La petite escadre de Giustiniani franchit le blocus ottoman et pénètre dans la Corne d'Or. Constantin XI accueille ces renforts comme un cadeau du ciel. Il nomme immédiatement le condottiere génois Protostrator, commandant en second de la défense de la ville. Giustiniani examine méthodiquement les fortifications. Ses connaissances en polyorcétique lui permettent de repérer les points faibles et d'organiser les réparations urgentes. Il fait combler les douves près des remparts des Blachernes et renforcer les tours endommagées. Surtout, il apporte à la défense byzantine une compétence militaire et une discipline qui lui faisaient cruellement défaut. D'autres renforts arrivent au compte-gouttes. Le cardinal Isidore de Kiev débarque avec 200 archers crétois envoyés par le pape. Quelques nobles vénitiens se mettent au service de l'empereur, malgré la neutralité officielle de leur république. Les frères Bocchiardi lèvent une compagnie de volontaires génois, quelques Catalans, un ingénieur allemand, une poignée d'aventuriers français ou anglais complètent ce contingent hétéroclite. Au total, les défenseurs ne dépassent pas 7000 hommes. Parmi eux, 5000 Byzantins inexpérimentés, souvent des artisans et des marchands armés à la hâte. Les 2000 combattants étrangers, mieux équipés et entraînés, constituent l'épine dorsale de la résistance. Cette armée dérisoire doit défendre un périmètre de 13 km. Les murailles terrestres, les plus menacées, s'étendent sur 5-7 km depuis la Corne d'Or jusqu'à la mer de Marmara. Constantin XI divise ce front en 14 secteurs, chacun confié à un commandant spécifique. Giustiniani reçoit la responsabilité du secteur le plus critique, autour de la porte Saint-Romain et de la vallée du Lycus. C'est là que les murailles sont les plus basses et les plus vulnérables. L'empereur prend position près de lui, montrant qu'il entend partager le sort de ses soldats. Les autres secteurs sont confiés aux frères Bocchiardi, aux Vénitiens de Minoto, aux Byzantins de Cataneo. Chaque commandant dispose de quelques centaines d'hommes pour tenir plusieurs centaines de mètres de rempart. Cette dispersion fatale interdit toute concentration de force, mais les défenseurs n'ont pas le choix. Le 2 avril 1453, l'immense armée ottomane installe ses camps autour de Constantinople. Ce déploiement de force impressionne autant par sa diversité que par son ampleur. Mehmed II a rassemblé des contingents venus de tout l'Empire ottoman. Les janissaires forment l'élite de cette armée. Ces soldats professionnels, recrutés dans l'enfance parmi les populations chrétiennes des Balkans, ont été éduqués dans la foi musulmane et l'art de la guerre. Disciplinés, courageux, fanatiques, ils constituent la garde prétorienne du sultan. Leurs casques blancs ornés de plumes d'autruche et leurs uniformes écarlates les rendent facilement reconnaissables. Les troupes européennes, commandées par Karaja Pacha, s'étirent le long des murailles depuis la Corne d'Or jusqu'au centre de la ville. Elles comprennent des Serbes, des Bulgares, des Bosniaques, des Albanais, tous anciens sujets de Byzance passés sous domination ottomane. Ces soldats connaissent parfaitement le terrain et les techniques de siège. Les régiments anatoliens d'Ishak Pacha occupent la partie sud du dispositif de la vallée du Lycus jusqu'à la mer de Marmara. Recrutés en Asie mineure parmi les populations turques, ils forment la masse de l'infanterie ottomane. Moins bien équipés que les janissaires, ils compensent par leur nombre et leur ardeur au combat. Mehmed II établit son quartier général près de la vallée du Lycus, face au secteur défendu par Giustiniani. Sa tente rouge et or, plantée à portée de canon des murailles, symbolise sa détermination à diriger personnellement l'assaut. Autour de lui se pressent les canons géants d'Urbain et les régiments d'élite de la garde sultanienne. D'autres corps d'armée complètent ce dispositif terrifiant. Les Bachibouzouk, troupes irrégulières avides de butin, campent à l'arrière. Les sapeurs creusent déjà les premières tranchées d'approche. L'artillerie se met en batterie face aux points faibles des fortifications. Mais Mehmed II ne compte pas seulement sur ses forces terrestres. Sa flotte de 120 navires bloque tous les accès maritimes à Constantinople. Les lourdes galères de guerre ottomanes patrouillent dans la mer de Marmara et le Bosphore. Aucun navire chrétien ne peut plus approcher de la ville assiégée. Cette flotte pose toutefois un problème au sultan. La Corne d'Or, ce bras de mer qui borde Constantinople au nord, reste fermé par une lourde chaîne tendue entre la ville et la colonie génoise de Péra. Tant que cette barrière tient, les Byzantins conservent un havre sûr pour leurs derniers navires. Mehmed II cherche d'abord à forcer le passage par la mer.
Le 17 avril, ces galères attaquent la chaîne, mais sont repoussées par les défenseurs. Les canons byzantins, postés sur les remparts maritimes, coulent plusieurs navires ottomans. Cette victoire redonne espoir aux assiégés et humilie le sultan devant toute son armée. Furieux de cet échec, Mehmed II conçoit alors un plan d'une audace inouïe. Puisqu'il ne peut forcer la chaîne, il va contourner l'obstacle. Dans la nuit du 21 au 22 avril 1453, il fait aller 70 galères par voie de terre pour les faire glisser dans la Corne d'Or. Cette opération défie tous les principes de l'art militaire. Il faut transporter des navires de guerre pesant plusieurs tonnes sur une distance de plusieurs kilomètres par-dessus les collines de Galata. Les ingénieurs ottomans utilisent des rouleaux de bois, des cordes, des poulies. Des milliers d'hommes tirent, poussent, soulèvent les coques dans un effort titanesque. Au petit matin du 22 avril, les défenseurs de Constantinople découvrent avec stupeur des dizaines de galères ottomanes dans la Corne d'Or. En une seule nuit, Mehmed II a révolutionné la situation stratégique. Constantinople se trouve maintenant attaquée sur 3 fronts, les murailles terrestres, la mer de Marmara et la Corne d'Or. Cette prouesse technique terrorise les Byzantins autant qu'elle galvanise les Ottomans. Elle révèle le génie militaire du jeune sultan et la supériorité de son organisation. Face à tant d'innovation et de détermination, les défenseurs mesurent l'ampleur de leur infériorité. Giustiniani tente bien une contre-attaque navale pour détruire la flotte ottomane dans la Corne d'Or. Mais l'opération, mal préparée et sous-équipée, échoue lamentablement. Plusieurs navires byzantins sont coulés et leurs équipages capturés. Cette défaite achève de démoraliser les derniers marins grecs. Désormais, Constantinople subit un blocus total. Aucun renfort ne peut plus arriver de l'extérieur. Les défenseurs doivent compter uniquement sur leurs maigres ressources. Face à 100 000 assiégeants, les 7 000 hommes de Constantin XI n'ont plus aucun espoir de recevoir du secours. Dès le 6 avril, les canons ottomans avaient ouvert le feu. Cette canonnade ininterrompue va durer 53 jours et transformer les remparts théodosiens en champs de ruines. Chaque matin, les artilleurs turcs reprennent leur œuvre de destruction. Chaque nuit, les défenseurs tentent désespérément de réparer les brèches. Le canon géant d'Urbain dirige la symphonie de la mort. Ses boulets de 600 kilos pulvérisent les tours millénaires. Quand l'un d'eux frappe la muraille, l'impact se ressent à des kilomètres de distance. Les pierres volent en éclats. Les défenseurs sont projetés au sol par l'onde de choc. Des pans entiers de fortifications s'écroulent dans un fracas d'apocalypse. Mais ce monstre d'acier présente aussi des faiblesses. Il ne peut tirer que 7 coups par jour, car il faut plusieurs heures pour le recharger et le refroidir. Après chaque tir, ses servants versent de l'huile dans le tube pour éviter qu'il ne se fissure. Cette cadence réduite permet aux défenseurs de limiter les dégâts. Les canons plus petits compensent par leur rapidité de tir. Ils pilonnent sans relâche les remparts, tuant les défenseurs et empêchant les réparations. Leurs projectiles ne percent pas les murailles d'un coup, mais ils les fragilisent et les ébranlent. Pierre après pierre, la protection millénaire de Constantinople s'effrite. Au bout de quelques jours, une catastrophe vient frapper l'artillerie ottomane. Le canon d'Urbain explose lors d'un tir, tuant son inventeur et plusieurs servants. L'impatience du sultan, qui voulait accélérer la cadence de tir, a provoqué cette tragédie. Urbain meurt victime de sa propre création, dans une justice poétique qui réjouit les défenseurs. Mais cette perte ne ralentit pas le bombardement. D'autres canons prennent le relais. Les boulets continuent à s'abattre sur les murailles jour après jour. Les tours s'effondrent une à une. Les courtines se fissurent. Bientôt, de larges brèches s'ouvrent dans la protection byzantine. Face à cette destruction systématique, Giustiniani organise une défense héroïque. Ses soldats génois, protégés par leurs armures complètes, osent des sorties nocturnes pour perturber l'artillerie ennemie. Ils incendient les installations de siège, tuent les artilleurs, enclouent les canons. Ces raids audacieux ralentissent les travaux ottomans et maintiennent le moral des défenseurs. Mais chaque sortie coûte des vies précieuses que les assiégés ne peuvent se permettre de perdre. Giustiniani doit rationner ses opérations pour préserver ses maigres effectifs. Les Ottomans, eux, peuvent remplacer leurs pertes sans difficulté. Vers la mi-mai, conscient que ces murailles ne tiendront plus longtemps, Constantin XI fait une dernière tentative diplomatique. Il envoie des émissaires à Mehmed II pour explorer les possibilités de paix. Cette démarche révèle autant son courage que son désespoir. Le sultan reçoit la délégation byzantine dans sa tente somptueuse. Âgé de seulement 21 ans, il impressionne par sa prestance et son intelligence. Parlant parfaitement le grec, il peut négocier directement avec les ambassadeurs sans interprète.
Ces conditions ne laissent aucune place au compromis. Mehmed II exige que Constantin XI se reconnaisse vassal de l'Empire ottoman et paye un tribut annuel de 100 000 besants d'or. Cette somme astronomique dépasse largement les moyens de Byzance. Le sultan le sait parfaitement. Il pose des conditions inacceptables pour justifier la poursuite du siège. En cas de refus, Mehmed propose une alternative encore plus humiliante. Les Byzantins peuvent abandonner Constantinople en emportant leurs biens personnels. Ils recevront des terres dans le Péloponnèse pour s'installer. Cette offre équivaut à un exil déguisé, à la mort civile de l'Empire. Constantin XI consulte son conseil et ses principaux généraux. L'empereur sait que son trésor est vide et que les conditions ottomanes sont impossibles à remplir. Il pourrait peut-être sauver sa vie en acceptant l'exil, mais il trahirait alors 1000 ans d'histoire et l'héritage de ses ancêtres. La décision du basileus ne surprend personne. Il refuse catégoriquement les conditions turques et se prépare à subir l'assaut final. Cette attitude héroïque galvanise les défenseurs qui comprennent que leur empereur préfère mourir plutôt que de se déshonorer. Mehmed II accueille cette réponse sans surprise. Il n'espérait pas vraiment une capitulation et se réjouit même de ce refus. Prendre Constantinople de force lui apportera plus de gloire qu'une reddition négociée. Il peut maintenant lancer l'assaut final en toute bonne conscience. Dans la nuit du 28 au 29 mai 1453, Constantinople vit ses dernières heures byzantines. L'empereur et ses généraux savent que l'attaque finale aura lieu au lever du jour. Ils utilisent ces ultimes moments pour préparer leurs âmes autant que leurs armes. Une procession solennelle traverse la ville endormie. Constantin XI, revêtu de ses ornements impériaux, se rend à Sainte-Sophie accompagné de ses derniers fidèles. Dans la basilique aux 1000 lumières, Grecs et Latins prient ensemble, oubliant momentanément leur querelle théologique face à l'imminence de la mort. L'empereur prononce ses derniers mots publics devant l'assistance recueillie. Il remercie tous ceux qui ont choisi de partager son sort, ses sujets byzantins, les volontaires étrangers, le clergé des deux confessions. Il adresse un hommage particulier à Giovanni Giustiniani, affirmant qu'il n'aurait jamais cru qu'un Génois combattrait avec tant de courage et de loyauté pour Constantinople. Ces paroles émeuvent profondément l'assistance. Giustiniani s'agenouille devant l'empereur et lui jure une dernière fois fidélité. Les deux hommes s'embrassent, sachant qu'ils ne se reverront peut-être pas vivants. Cette scène pathétique résume la tragédie de cette dernière nuit. Des héros résignés qui puisent dans leur foi la force d'affronter une mort certaine. Après la cérémonie, chacun regagne son poste de combat. Les défenseurs utilisent les dernières heures pour vérifier leurs armes et renforcer les brèches les plus dangereuses. Dans le camp ottoman, les tambours battent toute la nuit pour maintenir l'excitation des troupes. Mehmed II passe ses heures cruciales à coordonner son plan d'attaque. Il a prévu un assaut général sur 3 fronts simultanés. Les Bachibouzouk ouvriront le feu pour épuiser les défenseurs. Les troupes régulières d'Anatolie et d'Europe prendront le relais. Enfin, les janissaires d'élite donneront le coup de grâce. Ce plan tactique révèle la science militaire du jeune sultan. En échelonnant ses attaques, il use méthodiquement la résistance byzantine. Ses premiers assaillants, peu disciplinés mais nombreux, absorberont les projectiles ennemis. Ses troupes de ligne, mieux organisées, exploiteront la fatigue adverse. Ses janissaires, frais et déterminés, achèveront un adversaire démoralisé. À 1h30 du matin le 29 mai 1453, les tambours ottomans donnent le signal de l'attaque générale. Dans l'obscurité de cette nuit sans lune, des milliers de torches s'allument soudain dans le camp turc. Les cris de guerre en turc, en arabe, en serbe, en albanais se mêlent en une clameur terrifiante qui glace le sang des défenseurs. Les Bachibouzouk se ruent les premiers à l'assaut des murailles. Ces soldats irréguliers, attirés par l'espoir du pillage, n'ont pas d'armure ni de discipline. Ils brandissent leurs cimetères et leurs haches en hurlant des imprécations. Leur courage individuel ne peut suppléer à leur manque d'organisation. Cette première vague se brise sur les défenses byzantines. Giustiniani et ses hommes, retranchés derrière leurs pavois, accueillent les assaillants par des volées d'arbalètes. Le feu grégeois transforme les échelles d'assaut en torches géantes. Les pierres jetées du haut des remparts fracassent les crânes. En quelques heures, des centaines de cadavres jonchent le pied des murailles. Mais cette résistance coûte cher aux défenseurs. Leurs munitions s'épuisent rapidement. Leurs bras se fatiguent à force de tirer et de frapper. Surtout, chaque homme blessé ou tué
affaiblit dangereusement leur dispositif déjà précaire. Vers 4 heures du matin, Mehmed II lance sa deuxième vague. Les troupes régulières anatoliennes, mieux équipées et disciplinées, remplacent les Bachibouzouk décimés. Ces soldats professionnels progressent méthodiquement, protégés par leurs boucliers, appuyés par l'artillerie qui pilonne sans relâche les remparts. Cette fois, la pression devient intenable pour les Byzantins. Plusieurs secteurs sont sur le point de céder. Les défenseurs, épuisés par 4 heures de combat acharnés, commencent à manquer de projectiles et de force. Leurs lignes s'étiolent dangereusement. C'est alors que se produit la catastrophe qui va décider du sort de Constantinople. Un boulet de canon ottoman frappe Giustiniani en pleine poitrine, transperçant son armure. Le condottiere génois, mortellement blessé, s'effondre dans une mare de sang. Ses hommes le transportent d'urgence vers les navires pour tenter de le sauver. Constantin XI se précipite vers son compagnon d'armes. Il le supplie de rester, lui explique que son départ va démoraliser tous les défenseurs. Mais Giustiniani, agonisant, ne peut plus combattre. Ses soldats génois l'embarquent sur une galère qui met le cap sur Chios. Le brave condottiere mourra pendant la traversée, emportant avec lui l'espoir de résistance. Le départ de Giustiniani provoque immédiatement un vent de panique dans les rangs byzantins. Beaucoup de ces hommes l'abandonnent pour suivre leur chef blessé. D'autres, voyant les Génois fuir, perdent courage et désertent leur poste. En quelques minutes, la défense organisée se délite. Mehmed II guette ce moment depuis des heures. Dès qu'il voit le désordre gagner les remparts, il lance ses janissaires à l'assaut. Ces soldats d'élite reposés et disciplinés représentent l'arme absolue de l'armée ottomane. 3000 janissaires, menés par le sultan en personne, foncent vers la brèche ouverte dans la vallée du Lycus. Leurs casques blancs brillent dans la lumière de l'aube. Leurs uniformes rouges et or flottent au vent de la charge. Leurs cris de guerre, « Allah Akbar », résonnent comme un roulement de tonnerre. Ces guerriers d'exception bousculent les dernières résistances byzantines. Formés depuis l'enfance à l'art militaire, ils montent à l'assaut avec une précision mécanique. Leurs arquebuses crachent la mort. Leurs cimetères tranchent tout sur leur passage. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Un groupe de janissaires parvient à franchir une petite poterne, la Quercoporta, laissée entr'ouverte par négligence. Une cinquantaine d'hommes s'engouffrent dans cette ouverture et escaladent une tour. Soudain, l'étendard ottoman avec son croissant d'or flotte au sommet des remparts byzantins. Ce symbole terrifie les derniers défenseurs. Beaucoup croient que la ville est déjà prise et s'enfuient vers le port. La contagion de la peur achève ce que les armes ottomanes avaient commencé. En quelques minutes, la défense organisée s'effondre totalement. Dans ce chaos, Constantin XI refuse obstinément de fuir. Ses courtisans le supplient de regagner le port, où quelques navires peuvent encore l'emmener en sécurité. L'empereur repousse ses conseils avec mépris. Il préfère mourir en soldat plutôt que de survivre en exilé. Le basileus arrache ses insignes impériaux pour ne pas être reconnu. Il jette sa couronne, retire son manteau de pourpre, ôte ses sandales dorées. Ainsi dépouillé de ses attributs royaux, il ressemble à n'importe quel soldat byzantin. Accompagné de ses derniers fidèles, Constantin XI se lance dans la mêlée près de la porte Saint-Romain. L'épée à la main, il frappe comme un simple homme d'armes. Autour de lui tombent un à un ses compagnons. Théophile, paléologue, son cousin, Jean d'Almata, son ami d'enfance, les derniers nobles de Byzance. Les récits de la mort de l'empereur varient selon les témoins. Certains le voient s'effondrer sous les coups des janissaires. D'autres racontent qu'il disparaît dans la cohue des fuyards. Une version affirme qu'il demande à un soldat de l'achever pour éviter la capture. Toutes s'accordent sur un point. Constantin XI meurt l'épée à la main en empereur romain. Son corps ne sera jamais formellement identifié. Dans le carnage qui suit la prise de la ville, impossible de distinguer sa dépouille parmi les milliers de cadavres. Seuls ses insignes impériaux, retrouvés sur le champ de bataille, témoignent de sa mort héroïque. Cette fin tragique mais glorieuse achève dignement 1000 ans d'histoire byzantine. Le dernier empereur romain meurt comme le premier soldat de son empire. Il rejoint dans la légende ses souverains qui préfèrent la mort au déshonneur. Vers 8 heures du matin, la résistance organisée cesse complètement. Les janissaires déferlent dans les rues de Constantinople en poussant des cris de victoire. Derrière eux se pressent les autres troupes ottomanes.
avides de participer au pillage. Selon la loi musulmane, une ville prise d'assaut appartient aux soldats vainqueurs pendant 3 jours. Mehmed II respecte cette tradition et laisse ses hommes se livrer à leurs instincts. Ce qui suit transforme la cité millénaire en un enfer de violence et de destruction. Les soldats turcs se ruent vers les quartiers riches, forçant les portes, massacrant les résistants, violant les femmes, enlevant les enfants pour les vendre comme esclaves. Les églises sont particulièrement visées, leurs trésors d'orfèvrerie tentent les pilleurs, leurs sanctuaires sont profanés par esprit de conquête religieuse. Environ 4000 habitants périssent dans ce déchaînement de brutalité. Les 25 000 survivants sont réduits en esclavage et vendus sur les marchés d'Andrinople et de Bursa. Seuls quelques privilégiés, cachés dans les caves ou protégés par des officiers ottomans compatissants, échappent à ce sort tragique. Certains réussissent à fuir par mer. Des navires génois et vénitiens, restés à l'abri dans la Corne d'Or, embarquent des centaines de réfugiés. Ces fuyards emmènent avec eux les derniers manuscrits grecs, les dernières œuvres d'art byzantines, les derniers témoignages d'une civilisation agonisante. Mais la majorité des habitants subissent le sort commun des vaincus. Arrachés à leur foyer, séparés de leur famille, ils prennent le chemin de l'esclavage vers les marchés d'Asie mineure. Cette tragédie humaine accompagne la disparition politique de l'Empire byzantin. Vers midi, quand les pillages commencent à s'apaiser, Mehmed II fait son entrée solennelle dans Constantinople. Le jeune sultan de 21 ans pénètre dans la cité de ses rêves, escorté de ses vizirs, de ses pachas, de ses oulémas et de ses janissaires. Son premier objectif est symbolique, la basilique Sainte-Sophie. Cette merveille architecturale du VIe siècle représente l'âme de Byzance. Depuis 916 ans, elle abrite les cérémonies du couronnement impérial. Ces mosaïques dorées ont vu passer les plus grands empereurs de l'histoire byzantine. Mehmed gravit les marches du grand sanctuaire avec une émotion visible. Cet homme cultivé, qui lit Homère dans le texte grec, mesure la portée historique de ce moment. Il devient le premier musulman à pénétrer dans ce temple de la chrétienté orientale. Le sultan monte à l'ambon accompagné d'un imam. Ensemble, ils récitent la prière musulmane dans ce lieu consacré au Christ depuis 9 siècles. Cette proclamation transforme instantanément Sainte-Sophie en mosquée. Les croix sont brisées, les mosaïques recouvertes, les autels profanés. Mais Mehmed II fait aussi preuve de respect pour l'héritage architectural byzantin. Il ordonne que la structure de l'édifice soit préservée. Seule la décoration chrétienne doit disparaître. Cette décision pragmatique sauvegarde l'un des chefs-d'œuvre de l'art mondial. Le sultan s'installe ensuite dans le grand palais des empereurs byzantins. Ces résidences somptueuses, délabrées par des siècles de déclin, vont retrouver leur splendeur sous la domination ottomane. Mehmed y établit sa cour et y reçoit les félicitations de ses généraux. La prise de Constantinople bouleverse l'équilibre géopolitique de l'époque. En s'emparant de cette position stratégique, Mehmed II contrôle désormais le passage entre l'Europe et l'Asie. Les routes commerciales traditionnelles passent sous domination ottomane. Cette mainmise turque sur les voies vers l'Orient pousse les Européens à chercher de nouvelles routes maritimes. Moins de 40 ans après la chute de Constantinople, Christophe Colomb découvre l'Amérique en cherchant un passage vers les Indes. Vasco de Gama contourne l'Afrique pour atteindre l'océan Indien. L'expansion ottomane provoque indirectement les grandes découvertes. Mehmed II fait de Constantinople sa nouvelle capitale sous le nom d'Istanbul. Cette décision consacre le basculement définitif de l'Empire ottoman vers l'Europe. Désormais, le sultan règne depuis le cœur de l'ancien empire byzantin sur un territoire qui s'étend de la Hongrie à l'Iran. La transformation de la ville s'opère rapidement. Le sultan fait venir des populations musulmanes de tout l'empire pour repeupler une cité dépeuplée par des siècles de déclin. Des mosquées remplacent les églises. Des bains turcs s'ouvrent dans chaque quartier. L'architecture islamique se superpose au patrimoine byzantin. Cette mutation ne fait pas disparaître complètement l'héritage grec. Mehmed II, homme de culture, protège les savants byzantins qui ont choisi de rester. Il nomme même Rhénadios Scolarios comme nouveau patriarche orthodoxe de Constantinople. Cette tolérance relative permet la survie de la communauté grecque sous domination ottomane. La nouvelle de la chute de Constantinople se répand comme une traînée de poudre à travers l'Europe chrétienne. Partout, elle provoque stupeur, indignation et terreur. La chrétienté vient de perdre l'un de ses plus anciens bastions face à l'expansion musulmane. Le pape Nicolas V publie immédiatement la bulle Etsi Ecclesia Christi qui appelle à une nouvelle croisade. Il promet l'indulgence plénière à tous ceux qui prendront les armes contre les infidèles.
Mais ces exhortations restent sans écho. L'Europe du XVe siècle a perdu l'esprit de croisade. Seuls quelques princes évoquent encore l'idée d'une guerre sainte. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, organise un banquet somptueux où il jure publiquement de partir combattre les Turcs. Mais ce vœu du faisant n'aura jamais de suite concrète. Les projets de croisade meurent dans les discours et les banquets. La réalité politique s'impose rapidement. Venise et Gênes reprennent leurs relations commerciales avec les Ottomans. La France de Louis XI cherche même une alliance avec Mehmed II contre leurs ennemis communs. L'équilibre européen s'adapte à cette nouvelle donne géopolitique. Paradoxalement, la chute de Byzance profite à la Renaissance occidentale. Les savants grecs qui fuient Constantinople emportent avec eux des milliers de manuscrits antiques. Ces textes, traduits en latin, enrichissent considérablement le patrimoine intellectuel européen. L'humanisme de la Renaissance doit beaucoup à cet exode forcé. Avec la mort de Constantin XI s'éteint le dernier vestige de l'Empire romain. Depuis la fondation de Rome en 753 avant J-100e, cette entité politique avait traversé plus de 2 millénaires d'histoire. Elle avait survécu aux invasions barbares, aux schismes religieux, aux révolutions dynastiques. L'Empire romain d'Orient, héritier direct de cette grandeur antique, avait préservé pendant 1000 ans les traditions de Rome impériale. Ses empereurs se disaient successeurs d'Auguste et de Trajan. Sa langue administrative restait le latin jusqu'au 7e siècle. Son droit dérivait du code de Justinien. Cette continuité historique exceptionnelle s'achève dans les décombres fumants de Constantinople. Plus jamais un souverain ne pourra se réclamer légitimement de l'héritage romain. L'Antiquité classique disparaît définitivement de l'histoire politique européenne. Mais l'influence byzantine ne s'évanouit pas complètement. L'Église orthodoxe, structurée sous l'Empire d'Orient, continue à rayonner sur l'Europe orientale et la Russie. L'art byzantin inspire encore les peintres d'icônes. Le droit byzantin influence les législations balkaniques. Surtout, l'idée impériale byzantine se transmet à d'autres puissances. Ivan III de Russie épouse une nièce du dernier empereur. Il adopte l'aigle bicéphale comme armoirie et fait de Moscou la troisième Rome. Cette prétention russe à l'héritage byzantin traversera les siècles jusqu'à 1917. L'Empire byzantin ne disparaît pas complètement le 29 mai 1453. Quelques fragments survivent encore quelques années. Le despotat de Morée dans le Péloponnèse résiste jusqu'en 1460. L'Empire de Trébizonde, sur les rives de la mer Noire, tombe en 1461. Ces derniers vestiges prolongent l'agonie byzantine de quelques années supplémentaires. Mais ces survivances ne changent rien à la réalité. L'Empire romain d'Orient a cessé d'exister comme puissance politique. Sa capitale est turque, ses territoires occupés, sa dynastie éteinte. Seule subsiste la nostalgie d'une grandeur révolue dans la mémoire collective grecque. Cette nostalgie nourrit pendant des siècles l'espoir d'une résurrection byzantine. Les populations grecques de l'Empire ottoman conservent le rêve de reprendre Constantinople et de restaurer l'aigle bicéphale. Cette grande idée anime les mouvements nationalistes grecs jusqu'au XXe siècle. Mehmed II, lui, savoure pleinement sa victoire. À 21 ans, il vient de réaliser le rêve de tous les princes musulmans depuis les origines de l'islam, s'emparer de Constantinople. Cette conquête lui vaut le surnom de Fatih, le conquérant, sous lequel l'histoire le retient. Le jeune sultan ne s'arrête pas là. Dans les années suivantes, il poursuit ses conquêtes en Europe et en Asie. La Serbie, la Bosnie, l'Albanie, la Moldavie tombent tour à tour sous domination ottomane. L'Empire ottoman devient la première puissance militaire européenne. La chute de Constantinople illustre de manière saisissante comment une civilisation peut disparaître quand elle refuse de s'adapter au monde nouveau. L'Empire byzantin, replié sur ses traditions et ses querelles théologiques, n'a pas su évoluer face aux défis de son époque. Cette sclérose contraste avec le dynamisme ottoman. Mehmed II parle plusieurs langues, collectionne les manuscrits grecs, protège les arts et maîtrise les technologies militaires les plus avancées. Il incarne la modernité face à un adversaire englué dans le passé. La disproportion des forces révèle aussi l'importance de l'innovation technologique en matière militaire. Les canons d'Urbain représentent une révolution comparable à l'apparition de la mitrailleuse ou de l'aviation. Face à cette supériorité technique, le courage individuel ne suffit plus. Pourtant, cette tragédie n'est pas dépourvue de grandeur. Constantin XI et ses compagnons offrent un exemple admirable de fidélité jusqu'à la mort. Plutôt que de sauver leur vie dans un compromis déshonorant, ils choisissent de mourir pour leurs convictions.
Cette attitude héroïque rachète la décadence de leur empire. Giovanni Giustiniani incarne lui aussi cette noblesse d'âme. Ce condottiere génois n'avait aucune obligation envers Byzance. Il aurait pu rester tranquillement dans ses terres italiennes. Mais l'honneur le pousse à secourir un empire agonisant. Sa mort au combat témoigne de la permanence de l'idéal chevaleresque. Ces destins tragiques nous rappellent que l'histoire n'est pas qu'une succession de rapports de force et d'intérêts matériels. Elle est aussi faite de ces moments où des hommes transcendent leurs conditions par leurs choix moraux. La chute de Constantinople appartient à ces épisodes où la défaite militaire devient victoire spirituelle. Le 29 mai 1453, quand les derniers défenseurs byzantins tombent sur les remparts de Constantinople, s'achève l'un des plus longs chapitres de l'histoire européenne. Mais leur sacrifice ne sera pas vain, s'il nous inspire encore aujourd'hui le respect de l'honneur, le goût de la liberté et le refus de la facilité. Car au-delà des batailles et des conquêtes, c'est bien cela le véritable enjeu de cette histoire. Rappeler que certaines valeurs méritent qu'on meure pour elles et que la grandeur d'une civilisation ne se mesure pas seulement à sa puissance militaire, mais aussi à sa capacité d'héroïsme face à l'adversité. Aujourd'hui, Istanbul la magnifique perpétue la mémoire de Constantinople. Sainte-Sophie, redevenue musée puis mosquée, témoigne de cette histoire millénaire. Ses murs ont vu passer empereurs byzantins et sultans ottomans. Ces pierres résument à elles seules le destin mouvementé de cette ville unique au monde. Sur les anciens remparts théodosiens, quelques tours écroulées rappellent encore le siège de 1453. C'est là que Constantin XI et Giustiniani ont livré leur dernier combat. C'est là que s'est éteinte la flamme de Byzance après avoir brillé pendant 1000 ans. Cette flamme continue pourtant de luire dans la mémoire des hommes. Car l'histoire de cette résistance héroïque, de ce sacrifice consenti, de cet honneur préservé dans la défaite, appartient désormais au patrimoine de l'humanité tout entière. Elle nous rappelle qu'au-delà des vicissitudes politiques, certaines valeurs traversent les siècles et continuent d'inspirer les générations successives. La chute de Constantinople ne marque pas seulement la fin du Moyen-Âge et l'avènement des temps modernes. Elle symbolise aussi cette vérité éternelle que la grandeur des peuples réside moins dans leur victoire que dans leur manière d'affronter la défaite. Et de ce point de vue, les 7000 défenseurs de Constantinople, face aux 100 000 soldats de Mehmed II, ont remporté une victoire qui défie le temps.